Bonsoir et bienvenue dans notre émission estivale d'À Bon Entendeur. Vous ne trouvez pas que c'est le moment idéal pour manger un bon poisson grillé? Qu'il soit du lac ou de la mer, le poisson a trouvé sa place dans nos assiettes et dans nos habitudes alimentaires. Ce qui était encore il y a 50 ans chez nous un repas d'exception est devenu aujourd'hui un plat courant avec les conséquences que l'on connaît. Nos océans se vident de poissons à une vitesse inquiétante. À Bon Entendeur a toujours eu un faible pour les poissons. Dans les premiers temps, c'était surtout la fraîcheur qui intéressait l'émission Petite plongée dans le passé et dans les réfrigérateurs avec Claudio Personeni. Nous sommes un pays peu maritime et le poisson a souvent une longue route à parcourir avant d'arriver dans nos montagnes, d'où l'intérêt répété d'ABE de voir s'il est vraiment frais. Accrochez-vous. On sait que le poisson, aussitôt qu'il est sorti de l'eau, commence à se dégrader. Du chalutier à l'assiette, il s'agit donc d'une véritable course contre la montre, en particulier pour les filets qui se dégradent plus vite, car ils n'ont pas de barrière de protection et sont manipulés plus souvent. Alors pour tester la fraîcheur du poisson, il y a plusieurs méthodes possibles. Nous allons commencer par une méthode toute simple, la méthode du chat. Alors on prend 2 filets de poisson A et B et on va les proposer au chat. Le filet A, il n'en veut pas, donc le poisson n'est pas très frais. On tente le coup avec le filet B, le chat mange, donc le poisson est frais. Efficace, non? Mais rassurez-vous, pour tester la fraîcheur de l'ensemble des poissons que nous avons achetés, nous avons fait appel à un laboratoire, tout ce qu'il y a de plus scientifique. Sur 29 échantillons, il y en a 7 qui ne sont pas frais, c'est-à-dire 24%. Cela veut dire qu'une personne sur 4 peut tomber sur un poisson pas frais. Rappelons aussi que sur nos 7 poissons pas frais, 4 sont carrément inconsommables. Pour cela, il vaut la peine de se pencher sur les commentaires du laboratoire. Odeur légèrement piquante, genre fromage de chèvre. Odeur d'huile de foie de morue à la cuisson. Goût de vieux, très désagréable. Surface poisseuse, couleur jaunâtre, odeur désagréable indiquant un début de putréfaction, goût de vieux très prononcé. Quand on lit ça, on se demande si c'est bien de consommer beaucoup de poissons. Depuis quelque temps, des informations provenant de différentes sources semblent indiquer que tout ne sent pas bon dans le dossier poisson. On voulait donc en avoir le cœur net, cela s'appelle un suivi. 3 ans plus tard, nouveau coup de sonde, une chose est sûre, ça fouette toujours sous la nageoire dans certains supermarchés romans. En se dégradant, les protéines dégagent un ensemble de gaz, composés notamment d'ammoniac. Pas besoin d'être chimiste d'ailleurs pour tester avec son nez la fraîcheur d'un poisson. Plus de la moitié des échantillons sont considérés comme impropres à la consommation, ce qui veut dire que les résultats sont catastrophiques. L'ordonnance sur les denrées alimentaires est très claire à propos des températures. Lors du transport, du stockage et de la vente du poisson, la température ne doit pas excéder 2 degrés. C'est la loi. Ah bon? Parce que cette année-là, ça chauffait parfois assez fort sous les écailles. Le pire résultat, nous l'avons trouvé chez Globus à Lausanne, avec, tenez-vous bien, 13,3 degrés. La température des réfrigérateurs a rapidement laissé place à une actualité bien plus chaude, la surpêche et ses conséquences sur l'écosystème de nos océans, ainsi que les travers des élevages piscicoles. À Bon Entendeur est souvent parti à la pêche aux informations et est revenu avec dans ses filets des exemples qui ne pouvaient pas laisser indifférents. Une plaque, une moitié de saumon fumé, déjà coupé en tranches et reconstitué. Traditionnellement, le saumon fumé est considéré comme un mets de grande qualité. Et c'est normal. Le salmo salar, c'est le nom latin du vrai saumon, naît dans les rivières du nord de l'Europe. Il va se nourrir dans l'Atlantique, puis il revient à l'entrée de ces mêmes rivières. Et c'est là qu'on le pêche à la ligne. Mais ce saumon est rare et cher. Aussi a-t-on appris à l'élever. On vide la femelle de ses œufs, on ajoute la semence d'un mâle, bref, on reconstitue en laboratoire le processus de fécondation et de croissance. Le rendement est supérieur à celui de la nature, car bien sûr, tout cela est très organisé. L'éclosion, puis les mutations qui amènent à ces petits saumons qui n'ont jamais vu une rivière.
Ils sont jetés dans une cage en mer, ils bougent peu, leurs muscles sont flasques, mais ils grossissent vite, car on les nourrit avec des croquettes de synthèse. Et pour qu'ils aient une belle couleur rose des saumons, on ajoute aux croquettes de la cantaxanthine, colorant artificiel rouge. Durant des années, les éleveurs ont joué aux apprentis sorciers. Tout d'abord, la densité des fermes dans certains fjords a provoqué une pollution importante des fonds marins. En effet, une nourriture mal dosée génère des volumes impressionnants de déjection. Face à cette pollution, les pays producteurs ont pris des mesures, surtout quand il s'est avéré que la boue contenait des doses importantes d'antibiotiques. Comme dans tout élevage intensif, la promiscuité entre les animaux implique un risque accru d'épidémie. Dans un premier temps, les éleveurs ont donc cherché à limiter leurs pertes à tout prix. L'emploi des produits vétérinaires a été massif. À tel point qu'il y a encore 10 ans, les saumons norvégiens consommaient plus d'antibiotiques que la population humaine du pays. Le saumon, autrefois produit de luxe, est vite devenu assez commun. ABE teste donc cette année-là les produits vétérinaires présents dans ces poissons sur le marché suisse. Résultat, à cette époque, on retrouve souvent des fongicides et des antibiotiques dans leur chair. Au tournant du siècle, ça sent de plus en plus le roussi pour les poissons. Depuis longtemps, on les transforme massivement en bâtonnets panés. Et voilà que maintenant, même les Occidentaux se mettent à manger des sushis. Alors, dans l'émission, dès 2003, on commence à parler de surpêche. Le poisson est la seule ressource alimentaire de la planète que l'homme ne peut augmenter. On peut faire progresser les rendements en céréales, on ne peut pas accélérer la reproduction des sardines ou des thons rouges. Seul moyen de satisfaire la demande, pêcher toujours plus au risque de vider la mer. On préfère les produits de la pêche à ceux de l'aquaculture. On a déjà appris à se méfier des antibiotiques et autres résidus vétérinaires dans le poisson. Cette tendance s'observe dans tous les pays occidentaux. Ainsi, en une génération, les pays riches ont vu leurs habitudes alimentaires se modifier. Une nouvelle culture des goûts est apparue, résolument océanique. Aujourd'hui, l'abondance et la diversité de certains étalages semblent à même de satisfaire tous nos appétits marins. Pourtant, cette image est trompeuse. Les ressources de la mer sont de plus en plus menacées. En d'autres termes, cela signifie que certaines mers ont été vidées de leurs poissons et que pour faire face à la demande, les bateaux de pêche sont allés jeter leurs filets ailleurs. En 50 ans, le volume total des prises a été multiplié par 5. Alors que faire? Remplacer la pêche d'un poisson menacé comme la morue, par exemple, par l'aquaculture? Ce n'est pas aussi simple que ça. Le problème est que la morue, comme la plupart des poissons marins d'aquaculture, est un carnivore que l'on doit nourrir avec du poisson pêché en mer. On appelle ça la pêche minotière. Des poissons destinés à être transformés en farine et qui constituent le tiers des prises ramenées à terre. Comme en moyenne, pour obtenir 1 kg de poisson d'élevage, on compte 5 à 6 kg de pêche minotière, le développement de l'aquaculture pourrait bientôt poser un nouveau problème écologique. Voilà comment l'on fabrique de la nourriture pour poissons. Le problème, c'est que la consommation de ces mélanges accumule à l'intérieur de la graisse des poissons carnivores d'élevage les polluants présents dans la mer, comme par exemple les fameux PCB. Vous êtes pêcheur en mer du Nord ou en Nord-Atlantique, vous ramassez dans vos filets des poissons qui n'ont aucun intérêt pour la vente, et puis vous les envoyez à des usines qui les transforment en farine. Sauf que la mer du Nord et l'Atlantique Nord, c'est des véritables dépotoirs chimiques, quoi. Toutes les usines déversent dans la mer du Nord et on sait que c'est mauvais. On sait qu'il y a des taux de dioxine et de PCB anormalement élevés par rapport à l'Amérique du Sud, qui est aussi un gros fournisseur de farine. Si vous voulez vraiment élever des poissons, alors il vous faut élever des poissons végétariens qui mangent des légumes comme ils le font depuis 10 000 ans en Asie. Cela marche très bien. Vous nourrissez vos poissons avec des légumes, vous utilisez les rejets des poissons pour faire pousser plus de légumes, vous en vendez une partie et vous utilisez le reste pour nourrir à nouveau vos poissons et vous êtes dans un cycle. C'est ce genre de cycle qui permet la vie sur Terre. Un écosystème, c'est toujours un cycle. Tout est réutilisé. Pour espérer être réellement une alternative d'avenir, l'aquaculture va donc devoir apprendre à être durable et à passer largement au bio. Premièrement, la densité d'élevage est beaucoup plus faible. Les poissons ont beaucoup plus de place et ils sont donc moins vulnérables aux parasites et aux maladies. Deuxièmement, la nourriture des poissons doit être bio et c'est très important. Une partie d'origine végétale comme du maïs bio, du soja bio et puis des poissons provenant de pêcheries certifiées durables. En bio, on bannit les produits toxiques et persistants et on utilise des médicaments classiques qu'en dernier recours. Pour l'instant, l'aquaculture bio ne représente qu'une part infime de la production mondiale de poissons d'élevage. Il y a du travail à faire.
Peut-être que le principal problème des poissons, c'est d'abord notre gloutonnerie mondialisée. Mais là, rien n'est vraiment prévu pour la réduire. Manger moins de poissons et plus local, ça pourrait être aussi une idée. Vous connaissez l'affaire du lac ? Ilan Page, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pêcheur sur le lac depuis des années. Vous êtes aussi le président de l'association romande des pêcheurs professionnels. Vous êtes quasiment né sur un bateau, vous me disiez? Oui, mon papa me prenait déjà quand j'avais 2 mois sur le lac. À la fin de ma scolarité, j'ai commencé quasiment directement un apprentissage de pêcheur en Allemagne et puis je ne me voyais pas faire autre chose. Alors, j'imagine que quand on entend qu'il faut privilégier le poisson local, ça vous parle? Bien sûr, c'est un produit qui est neutre, qui est beau, qui est bon. Donc c'est quelque chose qu'il faut apprécier et savoir apprécier. On a vu dans ce reportage qui a été tourné en 97, ces poissons en Norvège bourrés d'antibiotiques, presque plus que les humains. Est-ce qu'aujourd'hui la législation, la réglementation est plus stricte? Alors en Suisse, on ne pourrait pas faire ça. Il y a eu des tests de pisciculture sur le lac, au lac Neuchâtel, dans les années 90, sauf erreur, mais ça a vite été abandonné parce que ça donnait des maladies après aux poissons sauvages. Le poisson d'aquaculture ou de pisciculture, il est différent? Oui, bien sûr. Il a un goût différent? Pour moi, c'est assez flagrant la différence. Quand on prend un poisson et qu'on le cuit sans sel, vraiment sans assaisonnement, et qu'on le bout dans l'eau, après on sent vraiment bien le goût du poisson. Et puis là, on remarque tout de suite sur les poissons de pisciculture qu'on sent le goût de l'aliment en fait, qu'on donne aux poissons. Peut-être vous, peut-être pas tout le monde, effectivement. On a évoqué la surpêche et les conséquences dans les océans. C'est vrai qu'ils ont de moins en moins de poissons. C'est un peu la même situation ici sur les lacs de Suisse. Vous constatez, vous, une raréfaction du contingent de poissons? Il y a vraiment moins de poissons dans le lac? Oui, il y a beaucoup moins de poissons. Ça baisse chaque année, puis surtout ces dernières années. Par contre, je ne pense pas que c'est dû à une surpêche, c'est dû à une qualité de l'eau, des lieux de frai qui sont détériorés et tout ça. Mais on espère pouvoir un jour voir la courbe remonter. Comment on explique justement cette baisse de poissons dans le lac? C'est quoi? Il y a moins de nutriments, il y a plus de pollution? Voilà, exactement. Donc il y a plusieurs sortes de pollution. On entend souvent dire le lac est trop propre, après le lac est trop sale. Donc il y a des pollutions, des médicaments qui sont dans l'eau, il y a moins de nutriments, les steppes qui nettoient de plus en plus les eaux. L'eau est presque trop propre? Quasiment, oui. Alors trop propre dans un sens, justement, le diophosphate, il y a moins de photosynthèse, donc moins d'algues et de bactéries qui peuvent se développer et tout ça. Du coup, il y a moins de nutriments pour les poissons, ça fait partie de la chaîne alimentaire. Et puis après, par contre, on a des médicaments, des micropolluants et tout ça qui polluent encore le lac. Donc d'un côté, il est trop propre et de l'autre côté, il est très sale. Un des gros problèmes que vous avez ces dernières années, c'est cette moule, la moule quagga. Elle vous pourrit la vie? Exactement. Il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment une moule qui a envahi le lac Léman, aussi beaucoup d'autres lacs en Suisse, jusqu'au lac Constance. C'est une moule qui elle tapisse le fond vraiment du bord jusqu'à 80 mètres de fond. Et on en a plein nos filets, quoi. Ça nous donne des charges de travail énormes à la fin de journée pour nettoyer nos filets puis les préparer pour pouvoir les reposer. Merci beaucoup, Ilan. On vous retrouve tout à l'heure. Depuis 50 ans, on a doublé notre consommation de poissons. Les chiffres de la pêche industrielle donnent le vertige. Chaque année, ce sont plus de 90 millions de tonnes de poissons qui sont pêchés dans le monde. Chaque seconde, ce sont 5400 kilos d'espèces marines qui sont récoltées dans les océans. Et avec ça, la pollution qui ne cesse d'augmenter. Nos lacs n'échappent pas à cette réalité. À bon entendeur, s'en est fait régulièrement l'écho ces dernières années. Les poissons romans accumulent les dioxines et PCB issus principalement d'anciennes décharges, surtout les poissons gras. On interdit donc leur pêche au-delà d'une certaine mesure maximale. ABE s'en fait l'écho en 2013. Voilà un ballon
Alors celui-là, il fait pas 39. Encore le vendre. Mais c'est vrai qu'avant, on était content d'en choper un gros. Maintenant que je sais qu'on ne peut pas les consommer, ben, je mets des mailles plus petites. Les poissons, ils sont tout en haut de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire qu'ils vont consommer des petits poissons plus petits qu'eux, puis qui eux-mêmes vont consommer des microcrustacés, etc. Et en fait, cette chaîne alimentaire, elle accumule ces PCB. Donc les organismes qui sont tout en haut de la chaîne, les poissons, mais nous aussi, vont être les organismes qui contiennent le plus de ces substances chimiques. PCB, microplastiques, micropolluants, la présence de tous ces polluants sournois expliquerait-elle la soudaine raréfaction des prix observés ces 3 dernières années dans les lacs romans? En 2019, les rendements des poissons nobles se sont effondrés. À l'époque, À bon entendeur avait recueilli l'inquiétude des pêcheurs professionnels. C'est catastrophique, on n'arrive tout simplement plus à vivre. On n'arrive plus à vivre correctement avec les fruits de notre lac. Les eaux, elles sont plus qu'elles étaient, hein, là, avec les polluants, tous ces micropolluants, les stations d'épuration qui ne filtrent pas ce qu'elles devraient filtrer. Puis on a une population de cormorans excessive. Il ne faut pas oublier que Neuchâtel, les grandes colonies suisses, elles sont sur notre lac. Donc avant de pêcher dans les autres lacs, elles pêchent chez nous. Ça fait déjà plus de 10 ans qu'on a remarqué l'impact qu'elles causaient à notre écosystème. Et puis le cormoran, lui, il puise toujours des quantités effrayantes, hein, puisqu'il pêche le double de ce que nous pêchons, nous, par année. En Suisse romande, les premiers cormorans nicheurs ont été observés sur le Léman en 1974. On en comptait 4. Aujourd'hui, dans toute la Suisse, on en dénombre près de 5000. Les 2 colonies les plus importantes nichent autour du lac de Neuchâtel, où elles prélèvent plus d'1 tonne de poissons tous les jours. Pour limiter l'impact de la gloutonnerie de ces volatiles, les cantons de Vaud et de Neuchâtel ont d'ailleurs autorisé des tirs de régulation de ce prédateur en ce début d'année 2020. Un autre poisson sur lequel ABE s'est souvent penché durant cette dernière décennie, c'est le saumon. En 2013, À bon entendeur avait fait analyser du saumon sauvage et d'élevage en laboratoire. Ces saumons provenaient pour le sauvage d'Alaska, de Suède et de l'océan Pacifique, pour l'élevage conventionnel de Norvège et d'Écosse, et pour l'élevage bio d'Irlande. La présence de PCB et de polybromés ont été décelées, mais dans des quantités inférieures aux limites autorisées. Les saumons sauvages analysés n'ont que des traces de PCB, mais il faut savoir que la contamination des poissons sauvages peut varier assez fortement. C'est très dépendant du lieu où sont pêchés ces poissons. Il y a manifestement une différence entre le Pacifique Sud, très peu contaminé, et peut-être des mers comme la Baltique qui le sont davantage. Donc grande variabilité, ce qui n'est pas le cas pour des poissons d'élevage, où en maîtrisant l'alimentation, on diminue cette variabilité et on maîtrise la contamination des poissons. Une maîtrise rendue possible par une utilisation très large de produits vétérinaires afin de limiter les infections des poissons d'élevage. Ce qu'on peine en revanche à maîtriser dans cette industrie, ce sont les atteintes à l'environnement provoquées par les excréments des poissons et les produits chimiques utilisés, notamment le fameux antiparasitaire comme le diflubenzuron. En 2017, ABE s'était rendu sur la côte ouest de l'Écosse pour le constater. Quantité de saumon d'élevage était attaquée par des poux de mer, occasionnant jusqu'à 15% de pertes par année et d'énormes dégâts environnementaux. La concentration de poissons dans les élevages agit comme un aimant sur les poux de mer. Ces petits crustacés s'accrochent à la peau des salmonidés, truites de mer ou saumons, en leur infligeant de sérieuses blessures qui peuvent provoquer maladies et infections. Par exemple, le pesticide utilisé pour contrôler les poux de mer, appelé Slice, tue les crustacés. Les poux de mer sont des crustacés, mais cela tue aussi les homards, les crevettes, les crabes, etc. Mais le principal problème de notre point de vue, ce sont les dommages très graves que cela occasionne aux truites de mer et saumons sauvages dans les îles de l'Ouest et dans les Highlands. C'est qu'en passant à côté des élevages, les poissons sauvages qui cherchent à gagner la haute mer ou en reviennent pour rejoindre leur rivière ou lac d'eau douce d'origine se contaminent et meurent. Résultat, rivières et lacs écossais qui regorgeaient de poissons deviennent petit à petit
de véritables déserts piscicoles. La solution pour éviter ces désastres écologiques, des élevages en circuit isolé, comme cette ferme piscicole à l'Hostal, au Grison, que nous vous faisions découvrir en 2017. De l'alevin à l'adulte, on y élève des saumons dans d'immenses bassins isolés, alimentés par de l'eau alpine que l'on sale et dans laquelle un courant artificiel est constamment maintenu. L'eau est filtrée et épurée avant d'être rejetée et tous les déchets recyclés. Pour moi, le futur, c'est ça, on n'a pas le choix de toute façon. Avec la demande de saumon, donc la production qui augmente, on met de plus en plus de pression justement sur l'environnement. Donc l'alternative durable pour produire un aliment de qualité et un produit de qualité, c'est exactement ce genre de ferme. Reste l'épineux problème des préparations industrielles dont on nourrit le poisson d'élevage. Elles peuvent contenir de l'étoxyquine. C'est un antioxydant utilisé pour éviter tout risque d'autocombustion des farines de poisson servant à confectionner ces aliments lors de leur transport. Et on soupçonne fortement certains métabolites de cet antioxydant d'être génotoxiques et mutagènes. De plus, les farines utilisées sont issues de la pêche minotière qui fait des ravages dans tous les océans du monde. Pour tenter de limiter cet impact environnemental, près de Stavanger, en Norvège, un des plus gros producteurs d'aliments pour poissons expérimente de nouvelles pistes. On ne peut pas continuer à produire la nourriture de saumon comme on faisait il y a une trentaine d'années. Donc il faut toujours trouver des solutions nouvelles qui sont plus durables. Et il nous faut justement produire des aliments qui produisent une croissance meilleure pour les saumons, mais aussi en utilisant des matières premières différentes. Ici, on met au point des aliments pour poissons à base uniquement de protéines végétales, issues notamment du soja et d'huile d'algues. Une mince lueur d'espoir pour les océans du globe. On vous retrouve, Ilan Page, dans ce décor majestueux. Alors quand on voit cette ferme piscicole dans les Grisons ultra high-tech, pour vous c'est le futur de l'élevage du poisson? Oui et non. Je trouve qu'on a beaucoup de lacs en Suisse et ça nous permettrait d'avoir un rendement piscicole assez élevé. Après c'est clair que des fermes piscicoles de cette technologie, c'est vraiment au top niveau, quoi. Est-ce que vous avez constaté, vous, une augmentation de la pollution dans les différents lacs de Suisse? Alors oui et non. On a beaucoup de pollutions qui sont trouvées, notamment avec les microplastiques, même qu'on est proche des sources en Suisse. Et puis les médicaments micropolluants. Par contre, il nous manque des nutriments pour pouvoir nourrir les poissons, quoi, dans les lacs. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour amener ces nutriments dans l'eau? Il faudrait un peu de purin dans l'eau pour pouvoir améliorer la photosynthèse et donner justement cette chance aux bactéries et puis aux algues de se développer un peu plus. Est-ce que vous avez toujours ces mêmes contraintes d'un poisson qui dépasse une certaine taille, de ne pas pouvoir le commercialiser, comme l'omble chevalier par exemple? Oui, dû au PCB. Donc c'est vrai que l'omble chevalier est un carnassier, donc il est assez gras, hein. Assez gras aussi, qui est en fin de chaîne alimentaire, donc il va accumuler tous les PCB des plus petits poissons qu'il va manger. Et puis c'est vrai que si on en mange tous les jours, c'est pas forcément bon pour la santé. Est-ce qu'il y a certaines espèces qui sont menacées aujourd'hui dans les eaux du Léman ou dans d'autres lacs? Menacées, je pense pas encore, mais c'est vrai qu'on en est proche. J'espère qu'il n'y a pas de nouvelles espèces de poissons qui vont disparaître. Il y en a déjà qui ont disparu? Oui, beaucoup. Je n'ai pas les noms là tout de suite, mais il y a déjà des espèces qui sont en voie d'extinction et qui ont disparu. On a vu le problème des cormorans à Neuchâtel. Vous avez un tout petit peu le même problème ici, il y a un peu moins de cormorans sur le lac Léman, mais effectivement, ils sont présents et ils font des dégâts. Oui, clairement. Ils viennent de plus en plus, hein, on en a de plus en plus ces dernières années. Et c'est vrai que c'est assez catastrophique, quoi. Notamment sur le lac Neuchâtel. Ils vont
tirer les poissons dans nos filets, puis maintenant ils mangent quand même entre 500 grammes et 700 grammes de poissons par jour, donc ça fait des pertes énormes. Aujourd'hui, il y a justement depuis début de cette année, je crois, une autorisation de tir qui a été acceptée, donc on peut tirer ces cormorans. Est-ce que vous avez déjà senti l'effet de cette mesure? Non, pas encore, parce qu'on aura le droit de tirer uniquement, je pense, d'ici la fin de l'année. Voilà, on est pêcheurs, on va devenir chasseurs. Malheureusement, c'est pas la mode la chasse, hein, mais on avait proposé il y a une dizaine d'années de simplement enlever les œufs des nids, et puis ça avait été catégoriquement refusé. Donc voilà, on en arrive là aujourd'hui. J'espère que ça va quand même aider les pêcheurs. Comment vous voyez le futur de votre métier? Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à vivre de votre métier? Non. On a tous quand même un métier à côté, une aide. Nous, on fait des services traiteurs. Voilà quoi, mais chaque pêcheur a quasiment un à côté. Donc il faudrait plus de poissons pour que vous puissiez vivre de votre métier? Exactement, oui. On croise les doigts. Ouais. Alors on vous souhaite bonne pêche. Merci Ilan de nous avoir reçus sur votre bateau. Merci à vous.